Bonjour à toutes et tous, et au nom du département de sciences politiques de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'ICP, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance des soirées du politique, qui n'aurait pas pu se tenir sans le concours précieux de Manon Fraisse et Guillaume Serre, que je remercie pour leur aide. Comme nous l'avons annoncé en novembre, lors de la séance consacrée au traité d'interdiction des armes nucléaires, mes collègues du département de sciences politiques et moi-même avons choisi cette année, dans le cadre de la 3e édition de notre cycle de conférences, d'aborder les relations internationales au-delà des armes. Alors que les relations internationales sont le plus souvent envisagées en termes de rapports de force, de confrontation, alors que l'actualité internationale se caractérise par un regain de violence, d'agressivité, il nous a paru intéressant de déplacer le regard pour donner à voir les relations internationales sous un angle différent. Et c'est donc la place de la bienveillance dans les relations internationales que nous nous proposons d'explorer ce soir. Ce sujet peut paraître a priori étonnant. La bienveillance, ce terme vient du latin benevolens, qui signifie vouloir le bien. Être bienveillant, c'est d'abord être attentif envers l'autre, à l'écoute de ses besoins. Le dictionnaire définit la bienveillance à l'échelle individuelle comme la qualité d'une volonté qui vise le bien, le bonheur d'autrui, comme le fait d'être favorable à l'égard de l'autre, et à une échelle plus large, comme une disposition généreuse à l'égard de l'humanité. Au regard de cette définition, on peut se demander s'il y a vraiment une place pour la bienveillance sur la scène mondiale, où l'intérêt national semble primer. Frédéric Ramel a accepté de partager avec nous ses réflexions sur ce sujet, et je lui en suis très reconnaissante. Frédéric Ramel est agrégé des universités, anciennement directeur scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, coordinateur du groupe de recherche sur l'action multilatérale et professeur de sciences politiques à Sciences Po. Il est l'auteur de travaux divers qui vont de la philosophie des relations internationales à l'analyse du multilatéralisme, en passant par l'étude du rôle de la musique en diplomatie. Il a publié plusieurs ouvrages, dont justement un qui est intitulé « La bienveillance dans les relations internationales ». Et donc, ouvrage dont il va entre autres nous parler. Sans plus tarder, Frédéric, je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Un très grand merci, Sophie, pour ton accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, comme tu viens de le dire, consacrer une conférence à la bienveillance peut avoir un côté incongru. D'autant plus depuis, je dirais, 1 an d'un monde façonné en partie par un Donald Trump. Et c'est vrai que les premiers signes, notamment lorsqu'on regarde un instrument qui a été créé pendant la guerre froide, qui s'appelle l'horloge de l'Apocalypse, fabriqué par le Bulletin of Atomic Scientists. Les derniers indices, qui datent de janvier 2026, sont encore plus catastrophiques. On n'est pas à 89 secondes avant l'apocalypse, comme l'année dernière, on a basculé à 85 secondes avant l'apocalypse. Et je dirais qu'il y a au moins 3 mécanismes contemporains ou 3 phénomènes contemporains qui relèvent de la divergence dans le système international. Quand je dis divergence, c'est-à-dire un contexte dans lequel on voit poindre en effet un certain nombre de mécanismes qui sont totalement antithétiques à la bienveillance. Il y a un phénomène de divergence idéologique. Alors, dans le système international, il y a toujours eu une hétérogénéité de valeurs, une hétérogénéité de régimes politiques, mais aujourd'hui, cette hétérogénéité, elle est accentuée par un conflit entre régime autoritaire et régime démocratique, et à l'intérieur même des régimes démocratiques, on voit poindre un certain nombre de mouvements idéologiques, y compris du côté américain, qui montrent une volonté de s'émanciper par rapport à un certain nombre de valeurs qui constituaient pourtant une des matrices de ce qu'on a appelé l'Occident, et une des matrices en particulier du multilatéralisme. Et puis, il y a une deuxième divergence qui est d'ordre stratégique. Là encore, les derniers chiffres ne sont pas bons. Enfin, pas bons, entendez-moi bien, ils ne sont pas très encourageants.
les dépenses militaires augmente de façon très significative, une hausse record de 5,9% en 2024 selon les dernières estimations du CIPRI, qui est l'une des sources qu'on utilise lorsqu'on essaye d'observer ces dépenses militaires. Et même les conflits les plus meurtriers aujourd'hui, eh bien, en termes de volume de décès, là encore augmente. On est à 234 000 morts. Et si vous voulez, lors de la période de la guerre froide, le seuil, ou la moyenne, c'était 250 000 morts par an. Là, on est à 234 000. On se rapproche à un certain nombre de seuils qui correspondaient à ce qui caractérisait la guerre froide. Ce n'est pas une longue paix, la guerre froide. Il y a beaucoup de conflits pendant la guerre froide. Et puis, il y a peut-être une troisième divergence, qui est une divergence technologique. Divergence technologique avec l'essor du numérique, mais derrière l'essor du numérique, il y a autre chose. Il y a une volonté aussi d'utiliser ces intelligences artificielles ou un certain nombre d'outils techniques en vue de manipulation des populations. Donc tout cela invite à beaucoup de prudence lorsqu'on va ce soir s'engager dans une autre voie. Et cette autre voie qui consiste à dire oui, les relations internationales, c'est fait de violence, de puissance, de souffrance, d'indifférence. Je ne nie en aucun cas ces phénomènes. Ça fait partie. Je vois des internationalistes patentés, pas très loin, et je sais qu'ils font aussi ce travail comme moi lorsqu'on est devant les étudiants. On est obligé de partir de cela. On est obligé de prendre en considération tout cela. Mais cela dit, en toute lucidité, j'ai envie de faire avec vous une expérience ce soir, de nous transformer en lucioles. Alors cette référence aux lucioles, elle a un sens très particulier, puisque cette image des lucioles a été utilisée par Pasolini est reprise dans certains ouvrages consacrés en particulier aux questions de sciences sociales. Pasolini utilise cette image des lucioles pour critiquer le fascisme, en disant le fascisme, et au-delà même la société de consommation aussi, il y a ces deux grands poids, deux grands spectres qui pèsent sur les sociétés modernes. Et le fascisme et les sociétés consuméristes ne tueront pas les lucioles. Une forme de lumière, alors une lumière tamisée, pas une lumière qui projette de façon, je dirais, intempestive, quelque chose qui aveugle. Au contraire, la luciole, elle éclaire dans une atmosphère sombre. À la fin de sa vie, Pasolini décide de ne plus se comporter en luciole. Il désespère. Et malgré le contexte, j'ai envie ce soir de continuer à faire cette expérience, d'être des lucioles, en lucidité, parce que, on y reviendra probablement tout à l'heure dans la discussion, je pense que l'évolution dans les relations internationales, et nous, quand on observe les relations internationales, que ce soit des chercheurs ou que ce soit nous tous, citoyennes et citoyens, oui, il y a une question de regard. On peut basculer, comme tu disais tout à l'heure, dans un regard purement géopolitique. Mais on peut aussi avoir un autre regard. C'est ce regard-là que j'aimerais essayer de mettre en avant, de mettre en évidence. Alors je vais le faire autour de 3 points, 3 axes, de voir en quoi la bienveillance est un phénomène minoré, bien que reconnu dans l'étude des relations internationales. Dans un deuxième temps, j'aimerais voir en quoi la bienveillance est un phénomène traçable, on peut la repérer dans une certaine mesure. Et dans un troisième temps, j'aimerais voir en quoi la bienveillance est un phénomène peut-être à consolider, mais dans quelle mesure on peut la consolider.
Donc phénomène minoré, phénomène traçable, phénomène à consolider. Commençons par le phénomène minoré. Alors, en relations internationales, dans l'étude des relations internationales, le terme de bienveillance n'est pas complètement absent. On en trouve en effet un certain nombre de traces. La plupart du temps, la majeure partie de la littérature qui s'intéresse à « ah oui, il y a de la bienveillance dans les relations internationales », c'est autour de deux principaux phénomènes. La neutralité, ça tu connais bien, parle d'état neutre bienveillant, et l'hégémonie. Alors la neutralité, c'est une attitude volontaire en temps de guerre qui est fondée sur l'abstention. Abstention, impartialité, et en réciprocité, on a des droits inviolables à la liberté des relations commerciales. Et la neutralité a fait l'objet d'une codification progressive, et qui est d'ailleurs étroitement liée à l'éclosion des États modernes à partir du XVIe siècle. Certains États se réclament de la neutralité. L'hégémonie, quant à elle, elle est aussi qualifiée de bienveillante pour certains analystes en relations internationales, à partir du moment où elle est censée s'opposer à la domination. Je vous rappelle que la première utilisation, la première occurrence du terme hégémonie, on la trouve sous la plume de Thucydide, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Mais contrairement à l'idée selon laquelle l'hégémone, de façon négative, on pense « ah oui, c'est Athènes, c'est la politique impérialiste ». Non. L'hégémone, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, ce n'est pas Athènes, c'est Sparte. C'est Sparte qui est l'hégémone. C'est Sparte qui est l'hégémone qui n'applique pas justement une politique impérialiste, qui est dans la retenue, et qui sont, ces Spartiates, désignés comme hégémones, non pas par eux-mêmes, ils ne se réclament pas hégémones. C'est une délégation de Corinthe qui vient auprès des Spartiates se plaindre en disant « nous sommes attaqués par Athènes. Alors, nous sommes alliés à vous, aidez-nous à respecter notre intégrité territoriale et intégrité physique. Que votre hégémonie ne soit point inférieure à celle de vos pairs. » Ils en appellent à l'hégémonie des Spartiates. Protégez-nous. Donc, respect. Respect de l'identité de l'autre. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si l'hégémonie, ici employée dans un sens politique, va ensuite transiter à l'échelle individuelle. Chez les stoïciens, on va retrouver cette idée d'hégémonie, mais cette fois-ci appliquée aux individus, mais dans cette idée de respect. Respect de la cohésion entre l'âme et le corps, etc. Bon. Alors ce recentrage sur la neutralité et l'hégémonie est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre que dans l'étude des relations internationales, lorsqu'on pense à bienveillance, on pense à État. Il y a des États qui sont bienveillants. Il n'y en a que quelques-uns qui peuvent être bienveillants, soit les neutres, soit l'hégémone. Et pourquoi ils sont bienveillants? Parce que l'intérêt national les guide dans cette direction. Autrement dit, on en appelle à la rationalité des dirigeants qui vont, à un moment donné, privilégier cette tendance. Alors, derrière cet usage restrictif de la bienveillance se cachent aussi, je dirais, deux difficultés, et qui fait qu'à mon sens, le phénomène est minoré, puisqu'on n'explore la bienveillance qu'à partir d'un petit bout de la lorgnette. C'est ça ce que je veux essayer d'explorer dans cette première partie. Il y a une chose très intéressante dans ces approches, c'est qu'un certain nombre d'entre elles vont mettre l'accent sur, parfois, des biais paternalistes. Derrière des actions bienveillantes, il y a des États paternalistes. Des États qui imposent aux autres ce qui serait bien pour eux, alors qu'ils réfléchissent plutôt à leur propre intérêt. C'est tout la dénonciation d'ailleurs de courants marxistes qui vont mettre l'accent sur « ah oui, vous nous parlez d'hégémonie bienveillante, mais tout ça, c'est une confusion d'intérêts entre l'intérêt particulier, singulier de l'hégémone et l'intérêt prétendu, général, universel de tous les autres. » D'autre part,
il y a dans cette construction de soi de la bienveillance, en effet, quelque chose qui peut contribuer à manipuler et à contribuer à projeter une certaine image positive de soi. Donc on est ici dans une instrumentalisation de la bienveillance. Par ailleurs, certains auteurs que l'on qualifie dans ce qu'on appelle l'étude des relations internationales de réalistes vont dire oui, c'est intéressant la bienveillance. Mais c'est soumis à la duplicité. Il n'y a jamais de bienveillance sincère. La bienveillance est toujours un masque d'apparence pour, à nouveau, protéger ses intérêts. On en trouve trace, en particulier dans ce qu'on appelle des bréviaires de diplomatie, par exemple chez François de Calière, le grand diplomate de la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, qui, en effet, nous parle de qualité du diplomate qui n'exclut pas la bienveillance. On doit rechercher la bienveillance envers des interlocuteurs. Mais derrière cette bienveillance, il y a aussi une ligne directrice. Attention, la bienveillance doit être soumise à un certain nombre de contraintes et surtout, elle fait l'objet essentiellement de duplicité. C'est un phénomène qui est donc observé par certains analystes en relations internationales, mais minoré dans le sens où c'est exclusivement des États qui utilisent cela pour leurs propres intérêts et surtout qui est utilisé dans une perspective purement instrumentale pour maintenir des effets de domination. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons tout un ensemble de travaux qui portent sur la Chine et la bienveillance. Puisque dans le discours actuel de Xi Jinping, on a aussi l'utilisation de la bienveillance, le ren dans la tradition, une certaine tradition chinoise, et en effet, ça se traduit par un certain nombre de conduites qui visent à privilégier un certain nombre d'États, pas les États occidentaux, mais les États de ce qu'on appelle entre guillemets le Sud global, pour en effet cultiver une image de bienveillant. On retrouve la trace de cette logique bienveillante. Mais cette logique bienveillante, c'est une logique qui est toujours soumise à l'idée d'intérêt rationnel formulé par quelques États, pas tous les États, et on est dans une perspective qui me semble restrictive. C'est la raison pour laquelle je propose de envisager la bienveillance sur un autre prisme. C'est un phénomène traçable à partir du moment où on va étendre la compréhension même du terme de bienveillance. Donc j'en viens maintenant à mon phénomène traçable, et un phénomène traçable que je vais définir autrement que la neutralité ou l'hégémonie. Je vous propose de continuer notre travail de Luciol et de voir que la bienveillance ne se restreint pas à ces deux composantes. Alors avant d'explorer deux phénomènes de traçabilité, j'aimerais prendre un peu le temps de définir cette fameuse bienveillance, parce que là, ça fait un quart d'heure, je commence à discuter, mais de quoi parlons-nous? Il parle de quoi, là, Ramel, là, de bienveillance, machin? Ok, c'est pas neutralité et hégémonie, mais c'est quoi ce truc? D'abord, il faut savoir qu'il y a une richesse de traditions de pensée qui mettent l'accent sur la bienveillance dans la théorie politique. C'est extrêmement pluriel et extrêmement riche. Par exemple, dans l'Occident, ça commence dès l'Antiquité avec les stoïciens. On retrouve trace dans la philosophie moderne, notamment chez les Lumières écossaises, notamment chez Francis Hutcheson, c'est-à-dire les philosophes écossais du sens moral. On retrouve trace auprès de certains féministes, au féminisme, qui promeuvent le care. Il y a une proximité ici. On en trouve aussi trace dans d'autres traditions non occidentales, y compris en Chine, chez Mencius en particulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'invente rien.
c'est ça aussi, ça nuance, ça relativise. On est tous des nains sur des épaules de géants, y compris sur ce sujet. Que nous dit cette riche tradition? D'une part, la bienveillance, c'est à la fois quelque chose que nous avons toutes et tous en nous, c'est une disposition morale, et c'est aussi une action morale. Autrement dit, cette disposition, on peut tous l'avoir, et en particulier la reconnaître lorsqu'on la voit, mais c'est aussi une conduite morale. D'autre part, cette riche tradition de pensée n'a pas tendance à cantonner la bienveillance aux affaires internes des cités ou des États. Vous savez, dans l'étude des relations internationales, on a souvent tendance à considérer qu'il y a une ligne de fracture entre les affaires du dedans et les affaires du dehors. Les affaires du dedans, on peut chercher la vie bonne. Je peux être bienveillant, je peux en tout cas essayer de cultiver la bienveillance. Mais à l'extérieur, non, survie. C'est la survie qui doit privilégier. Eh bien, ces auteurs, sous cette tradition de pensée, ne procèdent pas forcément à cette coupure entre l'interne et l'externe, y compris parmi ces représentants des Lumières écossaises. Pour eux, la bienveillance, ça se manifeste aussi dans l'étude des relations internationales et dans la pratique des relations internationales. Il n'y a pas une opposition aussi marquée. Et aussi, une troisième tendance qui peut être repérable, c'est que cette bienveillance s'inscrit au cœur d'une controverse entre intérêt et sympathie. Être bienveillant, ça ne veut pas forcément dire d'occulter la dimension rationnelle ou ma raison. Non, ça peut être lié à cela. C'est à la fois à l'intérêt bien compris et aussi cultiver une sensibilité et donc un lien avec ce qu'on appelle la sympathie. Avec l'idée que dans la sympathie, je reconnais l'altérité avec son agentivité, je reconnais qu'elle a aussi son propre itinéraire et que je n'ai pas à imposer quoi que ce soit à cette altérité. Alors, à partir de là, la définition que je propose de la bienveillance est la suivante. C'est une disposition au calme, j'insiste sur ce calme, une disposition au calme faite d'attention, attention à soi, oui, attention à soi. Ce n'est pas un égoïsme mal placé, c'est une forme d'égoïsme normal à partir du moment où je n'exclus pas l'autre dans la compréhension de ma conduite. Donc une attention à soi, à l'autre et au milieu dans lequel nous évoluons, et qui exprime une appartenance au monde. Alors à partir de cette définition, une disposition au calme, faite d'attention, attention à soi, autrui et au milieu, qui exprime une appartenance, dans cette réflexion que j'ai menée à partir de cet essai sur la bienveillance, j'associe la bienveillance à 3 particularités. La bienveillance, elle peut se manifester dans la spontanéité. C'est un réflexe. On ouvre une porte à une personne quand on sort d'une salle ou on aide une personne âgée à traverser la rue. Enfin voilà, c'est quelque chose de spontané. Mais ça peut être aussi un acte réfléchi. C'est-à-dire qui résulte d'une volonté. Autrement dit, c'est une vertu, oui. La bienveillance est une vertu que je peux pratiquer dans l'instant, immédiatement, comme un réflexe. Mais c'est aussi une vertu que je peux aussi utiliser liée à un effort, une volonté. Donc j'utilise mon logo, j'utilise ma raison et je veux être bienveillant. J'ai donc une conception extensive de cette bienveillance. Ensuite, il est vrai que l'intensité de cette bienveillance, elle peut varier en fonction du degré de proximité avec les altérités. On y reviendra tout à l'heure lorsque j'évoquerai en particulier une des figures de la philosophie des Lumières, Hume, autour de cette intensité. Il me semble que ce qui se donne à voir aujourd'hui, c'est que la proximité à l'égard des personnes lointaines, cette proximité, elle est de plus en plus
consistante. Autant il y a encore 2, 3, 4 siècles, on pourrait se dire oui, le lointain est vraiment très lointain. Aujourd'hui, il peut être plus proche, il se rapproche. Et je peux être dans l'interaction avec cette altérité lointaine à un moment donné. Ça va venir faire travailler cette intensité de la bienveillance. Et enfin, troisième particularité, la bienveillance, je la conçois comme un continuum d'action. Alors, de quelle action parlons-nous? Il y a une bienveillance que je qualifie de négative et une bienveillance que je qualifie de positive. La bienveillance négative, c'est tout d'abord la non-nuisance, ne pas nuire à autrui, ne pas causer de préjudice à autrui. La bienveillance positive, elle se décline par de la retenue, de la tempérance, retenue stratégique, tempérance. Elle se traduit par porter secours à des personnes vulnérables en détresse sans porter atteinte à ma propre sécurité, donc je ne me mets pas en danger. Et ça peut aller jusqu'à la promotion raisonnable du bien. Je dis bien raisonnable, c'est-à-dire que je ne peux pas imposer une conception du bien comme ça. Ça doit faire l'objet d'un dialogue, d'une concertation et d'utiliser un certain nombre de circuits pour le faire. Donc promotion raisonnable. Ici, dans ce continuum de bienveillance, ce que j'essaye aussi de mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas imposer à qui que ce soit d'être bienveillant tout le temps et au maximum, dans une perspective maximaliste. La question est comment je peux maintenir un certain niveau de bienveillance, un optimum de bienveillance en la matière. Donc vous voyez que j'essaie de traduire cela par un certain nombre de conduites traçables. Alors je vais vous proposer de distinguer deux principaux phénomènes traçables. J'aurais pu en retenir d'autres, on pourra peut-être évoquer cela aussi pendant la discussion. De traçabilité de bienveillance en termes de conduite, là, de conduite qu'on peut repérer. Une reconnaissance sensible des vulnérabilités d'autrui, et puis une expression sensible du respect. Je vais prendre ces deux aspects. Je ne vais pas traiter de la retenue stratégique qui peut être encore une troisième façon de tracer la bienveillance. On pourra peut-être y revenir si vous le voulez dans la discussion. Alors une reconnaissance sensible des vulnérabilités d'autrui, c'est-à-dire que oui, on peut voir dans les relations internationales, c'est c'est assez invisibilisé, qu'il y a encore trace de cette reconnaissance sensible des vulnérabilités qui se traduit en actes. La diplomatie des séismes en est l'une des traces. Elle n'est pas activée tout le temps, mais elle peut l'être. Ça a été le cas en 2023 lors des tremblements de terre entre la Syrie et la Turquie. Et en Turquie, Syrie-Turquie. Et alors que d'ailleurs la Turquie est aujourd'hui l'un des acteurs humanitaires les plus impliqués, la Turquie ne pouvait pas ainsi lutter seule contre et répondre seule à cette catastrophe humanitaire. L'Arménie a ouvert sa frontière, alors que, vous le savez, les tensions sont majeures entre les deux États. Et l'Égypte, à l'époque, en tension très importante sur le plan diplomatique avec la Syrie, eh bien l'Égypte renoue des relations diplomatiques avec la Syrie, avec d'ailleurs un appel téléphonique entre les présidents Al-Sisi, à l'époque Assad qui est encore au pouvoir, et même un déplacement du ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que on voit que dans certaines circonstances où là, il y a des catastrophes humaines liées là à la nature, il y a quelque chose que Mencius, le philosophe chinois, mentionnait déjà à son époque, qui est une forme de cœur bienveillant qui ne peut tolérer la souffrance d'autrui, y compris à l'égard d'un autrui qui a été mon ennemi ou l'est peut-être même encore. Une trace de bienveillance. Deuxième trace, la civilité de transit. Alors, la civilité de transit, c'est un phénomène qui correspond à la fois un comportement des migrants et un comportement des populations locales qui voient les migrants
qui vise à, de façon réciproque, à cultiver une forme d'hospitalité. Le migrant, en essayant d'utiliser la langue locale, essayant de respecter un certain nombre de us et coutumes locales, et les populations locales elles-mêmes cherchant à garantir un certain nombre de conditions minimales de dignité de ces migrants. Contrairement à l'idée selon laquelle on pourrait se dire que cette civilité de transit est vraiment très limitée, elle est quand même là. Alors certes, elle n'est pas très amplifiée médiatiquement, et elle pose un certain nombre de difficultés pour aussi les accueillants, parce que ce n'est pas forcément facile, à un moment donné d'ailleurs, d'accueillir dans son intimité tel ou tel migrant. L'hospitalité, ça peut se traduire aussi par l'accueil direct chez soi. Mais vous avez des travaux qui portent en particulier sur le Maroc, qui est aujourd'hui l'un des États les plus exposés à cette circulation migratoire, et dans des villes moyennes du Maroc, où ces migrants, d'ailleurs pour des raisons politiques, ont été déplacés, on voit poindre cette civilité de transit qui est assez symptomatique, pour moi, d'une expression de bienveillance. Une autre forme d'expression de la bienveillance, toujours liée à la vulnérabilité d'autrui, c'est les gestes de secours qui sont apportés à certaines populations. Je pense en particulier à l'orchestre des femmes afghanes qui ont fui donc l'Afghanistan après le retrait américain et qui ont été accueillis au Portugal, ainsi que leurs familles. Je pense aussi à un ensemble d'initiatives qui ont permis aux migrants d'utiliser la musique comme forme d'expression de soi dans des ateliers, avec d'ailleurs des étudiants, pour pouvoir exprimer aussi dans cette phase d'exil, une forme d'estime de soi. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été menées, en particulier dans le sud de l'Europe. Donc, on peut trouver déjà des traces de conduite qui visent à prendre acte de la vulnérabilité de l'autre et essayer d'y apporter une forme de secours. Deuxième traçabilité, l'expression sensible du respect. La bienveillance, on peut aussi la concevoir comme une pulpe affective du respect. C'est-à-dire que dans la bienveillance, je ne suis pas dans la pitié. Dans la pitié, c'est un phénomène de compassion, mais qui peut être aussi symptomatique d'une forme de domination implicite sur l'autre. Ah, ouf, je ne suis pas dans sa situation, donc détachement. Non, dans la bienveillance, il y a la reconnaissance d'une altérité qui ne bascule pas sur un jugement de ce type et qui vise à reconnaître l'autre comme une forme, comme en effet, dotée d'agentivité. Et là encore, on peut trouver un certain nombre de traces dans l'écosystème, même s'il est profondément altéré par des décisions étatiques contemporaines, traces de ces comportements chez certaines, je ne dis pas toutes, mais chez certaines organisations non gouvernementales. Donc une trace transnationale de la bienveillance autour de certains projets de construction de la paix. Vous savez que les opérations de paix sont parmi les victimes de ce torpillage des Nations Unies, baisse des effectifs, baisse des budgets, fermeture des missions. Je ne dis pas que toutes les opérations de paix ont permis un certain nombre de choses positives, notamment lorsqu'il s'agit de la reconstruction, parce que c'était assez top-down. On imposait aux populations locales un certain nombre de choses. Mais il y a quand même des effets quand même positifs que l'on peut mentionner. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions sur les opérations de paix, c'est que vous avez un certain nombre de travaux qui insistent sur le côté positif, repérable, traçable d'ONG qui partent des souhaits des populations locales. Je pense en particulier aux travaux de Séverine Autesserre qui a beaucoup mis en avant à partir d'ONG comme Resolve, le réseau Resolve ou Life and Peace Institute, c'est-à-dire des ONG qui prennent le temps de prendre contact avec les populations, d'avoir une empreinte la plus d'ailleurs légère possible et de partir des souhaits des populations locales. C'est
pour moi, une trace de bienveillance. Ou lorsque vous avez une ONG comme Karuna, qui est à l'initiative de Mathieu Ricard, essentiellement d'ailleurs qui se déploie au nord de l'Inde et au Népal, en tout cas dans cette partie-là très concentrée du point de vue géographique, on est dans des bâtisseurs de paix qui utilisent une forme de bienveillance, mais à partir du point de vue des populations, pas à partir d'une perspective paternaliste. Donc là encore, on peut en trouver trace. J'en viens maintenant à mon dernier point, phénomène à consolider. Est-ce qu'on peut essayer d'amplifier ces actions et ces conduites? Alors, ça m'amène à une remarque importante sur, je dirais, le statut de la bienveillance dans les relations internationales. Et pour réfléchir à ce statut, j'aimerais revenir, comme je l'avais indiqué il y a de cela un instant, à l'un des philosophes des Lumières, Hume, David Hume. David Hume, bref, il reconnaît la place de la bienveillance, mais il considère que c'est une vertu beaucoup moins importante que la justice. Et il compare de façon architecturale la bienveillance à la justice. La justice, c'est une clé de voûte. Autrement dit, votre édifice, il s'écroule s'il n'y a pas la justice. Et lorsqu'il parle de clé de voûte, de justice, il parle des sociétés nationales, à l'intérieur des États. La bienveillance n'est pas une clé de voûte, c'est une brique. Autrement dit, ça aide à construire l'édifice, mais il lui concède ou il lui considère que finalement la bienveillance est moins importante que la justice dans cette perspective. C'est une brique. La bienveillance est une brique parce que peut-être, en effet, c'est une donnée pour certains pré-politique. C'est un ingrédient nécessaire à ce que la recette puisse bien prendre. Quand je dis recette bien prendre, c'est que c'est une forme de civilité qui va rendre possible la discussion, qui va rendre possible l'écoute, qui va rendre possible d'ailleurs la démocratie. S'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de civilité, on peut s'interroger sur l'existence de la démocratie. Mais toujours est-il que pour Hume, la bienveillance, ce n'est qu'une brique. Ce n'est qu'une brique qui, à ses yeux d'ailleurs, ne peut pas aller au-delà des nations. Alors Hume, son horizon est celui des États-nations. Il n'a pas connu ce qui s'est passé au XXe siècle, il n'a pas connu ce qui se passe aujourd'hui. Il ne voit pas l'évolution de la société internationale, parce qu'il y a une société internationale, même s'il n'y a pas une communauté internationale, donc il arrête son horizon aux nations. Donc la bienveillance, c'est une brique, mais elle ne peut pas aller au-delà des nations. Je suis d'accord avec une partie du jugement de Hume. Oui, dans le système international, la justice internationale, c'est une clé de voûte. À l'heure actuelle, il y a un mouvement qui vise à faire que la Cour internationale de justice puisse avoir le prix Nobel de la paix. Oui, c'est une forme de reconnaissance d'une clé de voûte. Même si, en effet, c'est compliqué ce que fait la Cour internationale de justice. Mais heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'un certain nombre d'États s'en emparent. Heureusement qu'elle prend un certain nombre d'avis. Heureusement qu'en effet, vous avez probablement entendu parler, par exemple, en juillet dernier, la décision qu'elle a prise sur le changement climatique. Donc je suis d'accord avec Hume. À l'échelle internationale, la justice, c'est probablement plus important que la bienveillance. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Hume, que ma brique, elle se limite à ma nation. On peut essayer de construire des briques au-delà de la nation. Et j'en veux pour preuve qu'on a à nouveau un phénomène de
consolidation et d'extension de la bienveillance qui vise à dépasser le cadre national. Qu'est-ce que c'est que ce dépassement du cadre national, ou dépassement, du moins un mouvement qui vise à montrer que la bienveillance peut en effet faire l'objet d'une extension. Je peux prendre des briques et construire un édifice plus large que la société nationale, une société internationale, même mondiale, si j'associe un certain nombre d'acteurs de la société civile qui convergent sur un certain nombre de valeurs. Ici, j'aimerais mettre l'accent sur deux choses pour rendre compte de cette extension de la bienveillance à l'échelle de la société internationale. Tout d'abord, cette conception de la bienveillance s'enracine dans une tradition de pensée qui s'appelle le solidarisme. Le solidarisme. Et deuxième élément, je peux tracer ce solidarisme à partir d'une pratique diplomatique qu'est le multilatéralisme. C'est les deux aspects que je veux mettre en avant. Je relie la bienveillance à une tradition solidariste et je considère qu'on peut tracer ce solidarisme dans un certain nombre d'avancées multilatérales. J'ai précisé ce que j'entends. Énergie solidariste, ou le mouvement solidarisme. Le mouvement solidarisme, c'est un mouvement qui est d'ailleurs français à la base, mais qui s'étend par la suite et qui apparaît à la charnière du 19e et du 20e siècle. Du moins, une certaine forme de solidarisme qui m'intéresse, parce que c'est celle qui va être projetée à l'échelle internationale. Ce solidarisme, il faut le dire, ce solidarisme s'élabore parallèlement à ce qu'on appelle le wilsonisme. Vous savez, le président Wilson, cette tradition de la politique étrangère états-unienne qui va s'enchasser dans ce qu'on appelle la Société des Nations. On devrait plutôt dire d'ailleurs la Ligue des Nations. L'expression anglaise est meilleure que l'expression française. On parle de League of Nations. L'esprit de Wilson, c'est une coordination entre les États. Alors certes, c'est une percée monumentale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une organisation internationale qui se fixe non pas simplement la gestion fluviale, les postes et les télécommunications, etc., ce qui était le cas au XIXe siècle. Mais là, on crée une organisation intergouvernementale pour garantir quoi? La paix. C'est la paix. On veut mettre fin au conflit entre les États. C'est énorme. Ce wilsonisme se focalise sur les États. Le solidarisme va au-delà. Il va au-delà. L'une de ses figures, Léon Bourgeois, a d'ailleurs... Alors, il a été écarté de la négociation à Versailles. Il ne s'entend pas très bien avec Clémenceau, peu importe pour l'histoire. Ce solidarisme met en relief une idée fondamentale. C'est la politique de ceux qui pensent aux autres, mais aussi, si vous voulez, une voie médiane entre socialisme et libéralisme, tout d'abord. C'est de considérer que les individus ont des droits, il faut respecter ces droits, donc on respecte cette part-là du libéralisme, mais en même temps on considère qu'on ne peut pas penser l'individu de façon isolée, comme un atome. Donc il y a des proximités avec le socialisme. On cherche une voie médiane. Et on cherche à mettre en relief les conditions matérielles d'existence des individus, de les améliorer. On part du principe de solidarité. La solidarité, c'est un phénomène biologique, un phénomène naturel, que l'on retrouve au sein même des relations entre individus dans les sociétés. Et pour Bourgeois, entre les sociétés, pas seulement dans les sociétés, mais entre les sociétés. Développement de l'arbitrage, développement de la Société des Nations, avec par exemple l'Organisation internationale du travail, qui consiste à cultiver ce qu'on appelle un multilatéralisme social. Vous savez, le multilatéralisme est une pratique diplomatique qui commence à 3, avec ou non une organisation internationale, 3 États. Mais le multilatéralisme social, ça a pour objectif, en amont, de dire qu'il n'y a pas simplement les États qui vont pouvoir être impliqués dans la négociation et dans le travail de la fabrique multilatérale. On va aussi incorporer une partie des acteurs de la société civile. Et en aval, l'objectif, ce n'est pas simplement la paix, c'est aussi l'amélioration des conditions d'existence de vous et moi, des individus ordinaires. On en parle déjà à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Ce projet-là n'a pas été retenu dans la SDN, ou dans la League of Nations. C'est le projet wilsonien qui l'a emporté.
Ce multilatéralisme, on le retrouve en partie aux Nations Unies aujourd'hui, puisqu'il y a une partie de ce que font les Nations Unies aujourd'hui qui relève de ce multilatéralisme social. On est ici dans l'esprit de la bienveillance. L'attention au milieu, l'attention aux autres, l'appartenance au monde. On est ici dans un esprit qui relève, pour moi, de la bienveillance. J'en viens maintenant à la trace multilatérale concrète de cet esprit de bienveillance. Alors oui, le multilatéralisme, on dit, il est en crise. Il est en crise en particulier parce qu'il y a des coups d'assaut de la puissance américaine, qu'il y a une hétérogénéité renforcée du système international. Et c'est vrai que le pivot du multilatéralisme, ce sont des puissances moyennes qui partagent un certain nombre de valeurs communes, et en particulier la démocratie. À partir du moment où les puissances moyennes démocratiques s'étiolent, le multilatéralisme, il a un peu du plomb dans l'aile. Donc, oui, il y a une forme non pas d'effondrement du système, mais ce qu'on appelle une crise du multilatéralisme. J'aimerais nuancer cette position, j'aimerais nuancer cette interprétation, parce que je vois, moi, aussi autre chose qui relève aussi, selon moi, d'une trace de la bienveillance. Tout d'abord, quand on regarde le diagnostic, on dit ouais, le multilatéralisme est en crise, sauf que ce n'est pas du tout la même chose qui se passe au Conseil de sécurité, où là vous avez une crise de consensus entre les 5 membres permanents en particulier, de ce qui se passe à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où là au contraire ça va peut-être trop loin, donc c'est considéré comme justement une forme d'intégration qu'on ne veut pas, ou aussi ce qui se passe à la Commission du droit international, où là il s'agit de reconnaître l'existence d'autres traditions de pensée que la tradition occidentale. Donc c'est une crise peut-être ici d'adolescence, hein, mais d'évolution vers une forme de reconnaissance de l'universel. Donc on devrait parler des crises du multilatéralisme et non pas d'une seule. Il n'y a pas que les coups de butoir de Donald Trump en particulier. Deuxième élément de nuance, le multilatéralisme s'est toujours nourri de crises. Dans l'histoire du multilatéralisme, vous avez toujours une oscillation, et c'est d'ailleurs tout le travail du multilatéralisme de savoir sans dépasser tout cela. Et troisième point, et ça c'est le plus important pour moi, le multilatéralisme, en particulier le multilatéralisme social, ne s'arrête pas. Oui, il est compliqué d'agir, oui, c'est compliqué de déployer des actions, mais on le voit quand même se manifester. Exemple, le traité sur les fonds marins, BBNJ, qui est une innovation monumentale parce que c'était une vieille négociation qui a abouti en 2024 et on attendait les ratifications. Elles sont toutes tombées à temps. Le traité qui permet une protection de 30% des espaces communs marins d'ici 2030 est rentré en vigueur le 19 janvier dernier. Je rappelle quand même qu'on est dans une négociation qui aboutit en pleine guerre en Ukraine, où la Russie décide de signer ce traité. Deuxième exemple, traité sur les pandémies. Je vous avoue que moi-même, à un moment donné, l'année dernière, j'étais particulièrement pessimiste, en me disant, traité sur les pandémies, là, ok, il y a l'effet de la Covid, et on sait qu'il y a une volonté de dépasser les échecs de la Covid, mais ça a l'air un peu compliqué. Traité sur les pandémies qui a été signé, adopté en avril de l'année dernière. Alors, il y a en effet un certain nombre de sujets qui se posent, les budgets de One Health, etc. Un certain nombre de limites aussi du point de vue du transfert de technologie, du droit de propriété. Mais on a un traité qui a été adopté. On est ici sur du multilatéralisme social. Vous allez dire, oui, mais Ramel, vous êtes bien gentil, mais les États-Unis viennent de sortir là, de l'OMS il y a de cela quelques semaines. Outre être sorti de 66 autres organisations internationales. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit poindre au sein de l'Assemblée de l'OMS? Une volonté d'augmenter les contributions volontaires des États pour pallier dans une certaine mesure à cela, et surtout,
quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans la procédure interne de l'OMS, vous avez la reconnaissance des fonctionnaires de l'OMS pour essayer d'identifier la priorité des actions en politique publique sanitaire. C'est-à-dire que les États vont à un moment donné dire « Ok, on vous laisse un peu la barre, on vous laisse le gouvernail, vers où il faut privilégier l'action, l'orientation. » Ça dit quelque chose aussi, à un moment donné, d'une forme de maturation des États, de reconnaître que, oui, l'organisation, c'est mieux que les délégations, à un moment donné, ce qui est prioritaire en matière de lutte contre les pandémies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le multilatéralisme ne s'arrête pas parce que Donald Trump est arrivé dans le bureau ovale. Ce que je dis ici à l'échelle universelle, je peux le dire aussi en partie sur l'échelle européenne, même si c'est compliqué à l'échelle européenne. Clair, on est toujours dans l'image du Sisyphe qui doit remonter la pente pour travailler à une plus grande coordination et intégration européenne. On a sauvé les meubles avec le Groenland. On a quand même réussi à empêcher cette forme d'annexion, même s'il y a d'autres problèmes. J'entends bien, hein, on va peut-être y revenir dans la conversation que j'espère on va continuer dans un instant. Et puis, on a des prises de position qui sont assez, symptomatiques de cette volonté de préserver un espace ou une troisième voie au-delà de ce que nous propose le siècle chinois ou l'ordre post-hégémonique de Trump. Ce sont les puissances moyennes telles que l'entend Carney, hein, le Premier ministre canadien, ce discours à Davos. Il y a encore des dirigeants politiques qui ne se reconnaissent pas dans le monde selon Trump et qui mettent l'accent justement sur ce multilatéralisme. Pas un multilatéralisme naïf, mais un multilatéralisme qui se veut lucide et qui cherche à travailler à des coalitions communes. Alors, j'aimerais pour finir revenir à mon image des Lucioles et surtout le regard autour de cette bienveillance. Ça peut avoir un côté un peu impressionniste, ce que je vous ai donné à voir, en disant oui, on n'est pas au cœur du système international, on est sur des choses un peu latérales ou qui paraissent moins centrales. Oui, mais en même temps, il me semble que l'usage de ce regard des Lucioles, c'est un regard modeste, et ce regard modeste n'empêche pas de défendre, oui, un certain regard sur le système international, un certain regard sur les relations internationales, et j'assume. Quel est-il, ce regard? C'est un regard qui ne se satisfait pas de la prise de terre, parce que c'est cela dont il s'agit en partie avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Ce regard qui consiste à privilégier ce que, en son temps, Carl Schmitt, un autre théoricien du politique, avait développé, c'est-à-dire que ceux qui fondent l'étude des relations internationales et ceux qui fondent la pratique en relations internationales, c'est la prise de terre. Prendre des terres. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Ce n'est pas simplement prendre des terres sur la planète et sur notre astre cosmique, c'est prendre d'autres terres dans l'espace sidéral. Prise de terre extra-terrienne. On est au cœur de la prise de terre. Eh bien, je pense que la bienveillance propose un autre regard sur la planétisation du monde, sur ce que Teilhard de Chardin, si je peux convoquer cette figure ici, à l'Université catholique de Paris, qui a un sens de la terre. C'est-à-dire, attention à soi, à l'autre et au milieu dans lequel on évolue. Donc l'étude des relations internationales et les relations internationales, lorsqu'on les observe, c'est aussi une question de regard, un regard certes modeste, mais un regard qui ne se satisfait pas pleinement et entièrement de cette idée de prise de terre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère qu'on va maintenant pouvoir discuter. Un grand merci Frédéric pour cette intervention tout à fait passionnante, très riche. Permettre une première question. Tu as évoqué notamment un petit peu l'Europe et
est-ce qu'on pourrait dire que la construction européenne et ce projet, finalement, tel qu'il s'est dessiné au fil du temps et avec les projets même qui l'ont précédé, etc., est-ce qu'on peut dire qu'il y avait et qu'il y a dans ce projet tel qu'il a été pensé, notamment par Jean Monnet et Robert Schuman, une dimension bienveillante, une démarche bienveillante? Je pense qu'il y a une affinité avec, en effet, cet esprit de bienveillance qui est fondé d'abord sur la relation à l'autre en tant qu'Européen, c'est-à-dire la réconciliation franco-allemande entre la France et l'Allemagne. Oui, il y a quelque chose de ce type. Une transformation de la relation qui devient une transformation bienveillante. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, je prends un exemple assez, pour moi, emblématique de ce qu'est une conduite bienveillante fondée sur la sensibilité au milieu, et cette sensibilité au milieu me permet de raisonner avec l'autre. C'est le fameux geste de Verdun entre Helmut Kohl et François Mitterrand, qui d'ailleurs est un geste qui relève de la bienveillance au sens de réflexe. C'est-à-dire que le protocole n'avait absolument pas envisagé à un moment donné que les deux chefs d'État allaient se prendre la main devant l'ossuaire de Douaumont. Ce n'était pas du tout prévu par le protocole. Mais au bout d'une journée où ils ont partagé ces différentes évolutions sur différents lieux de la Première Guerre mondiale, ça s'est imposé à eux. Donc, dans la relation franco-allemande, oui, il y a cet ingrédient qu'est la bienveillance, qui constitue la base de la civilité, de la reconnaissance de l'autre et en effet, d'une attention à l'autre. Dans le couple franco-allemand, c'est une évidence, je dirais même. Ou même lorsque, alors on est dans un autre registre, mais lorsque Willy Brandt s'agenouille devant le ghetto de Varsovie, il y a un geste qui, dans le silence, est un geste qui consiste à reconnaître l'autre et qui vise en effet à faire que l'Allemagne ne se recomportera pas de cette façon-là. Donc là aussi, une forme de bienveillance. Cela dit, j'effectuerai quand même une petite nuance par rapport au projet européen qui, la bienveillance, si on a une conception extensive à nouveau de ce phénomène, consiste à engager des actions de solidarité. Il y a parfois une crise plutôt de solidarité qui se donne à voir à l'intérieur de l'Europe, entre les Européens, face aux crises existantes. Autant on a pu le voir que dans la première année de la guerre en Ukraine, l'application de la directive temporaire qui permet d'un accueil justement des populations a été mis en place immédiatement. Donc là, on est dans l'esprit de la solidarité, exactement le geste de la bienveillance que j'évoquais, de porter secours aux personnes vulnérables. Ça n'a pas été le cas en 2015 face à la crise en Méditerranée, face aux vagues de demandes de réfugiés qui quittaient la Syrie. Donc il y a aussi des distinctions à opérer, je dirais. Merci pour ta question, Cécile. Tout d'abord, voilà, merci du qualificatif que tu as employé. Je me sens moins un pionnier qu'un relayeur, quelque part. Plutôt, en effet, relayer un certain nombre d'idées qui sont passées sous le coude ou qui sont considérées comme inadéquates et qui pourtant sont, à mon sens, encore actuelles, quand bien même, en effet, on ne veut pas les entendre. On ne veut pas reconnaître ces traditions et on considère qu'il y a une forme de décalage entre le contenu de ces idées et puis la réalité. Alors, est-ce que cela suffit par rapport je dirais, au danger qui nous guette, c'est-à-dire la survie de l'humanité. Ce que j'entends chez toi, c'est qu'il n'y a pas simplement la survivabilité des États, il y a aussi la survivabilité ou la survie de l'humanité en tant que telle. Je dirais
non, ça ne suffit pas, mais c'est un premier palier, c'est une première étape. Si on n'a pas cette étape-là, ça me paraît compliqué de passer à une autre étape. Autrement dit, ici, je suis plutôt dans une logique incrémentale, progressive, puisque je dirais que un certain nombre de phénomènes qui viennent à nous sont extrêmement préoccupants, mais qu'on ne peut pas tout rafistoler en même temps. Mais pour vous donner quand même un élément d'ambiance, entre guillemets, tu dis, est-ce que ça suffit notamment par rapport à l'Anthropocène ? Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, depuis 1 an et demi, il y a une coalition d'organisations transnationales, non gouvernementales, auxquelles d'ailleurs s'adjoignent un certain nombre d'États, et à ce titre l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui cherchent à rénover les Nations Unies en ouvrant une conférence de révision de la Charte. Pourquoi je dis ça ? C'est l'article 109 de la Charte. Et là, on s'en fiche qu'il y ait un veto d'un des membres permanents. La révision, si on la demande, et si une majorité d'États qui la demande, il n'y a pas d'objection possible d'un des 5 membres permanents. Dans le projet actuel, qui fait l'objet de circulation, mais qui est très peu développé, qui n'est très peu médiatisé, parce qu'on s'écrase devant cette idée, ah oui, encore une énième réforme des Nations Unies. Mais quand vous lisez le projet, ce n'est pas que la représentation du Conseil de sécurité, c'est 100 pages. 100 pages qui consacrent, qui rénovent le système onusien, avec non seulement le Conseil de sécurité, mais l'apparition d'une nouvelle institution, un Conseil du système Terre. On n'a pas d'organisation, on n'a pas une organisation internationale pour l'environnement. On a un programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est différent. Là, avec la création de ce système Terre, de ce Conseil du système Terre, il y a la volonté d'agglomérer l'ensemble des efforts consacrés à la lutte contre le changement climatique en vue de répondre à ce que tu dis, en l'occurrence, en tout cas d'essayer de répondre à la préoccupation que tu as formulée. Est-ce qu'on en entend parler ? Pas du tout. Est-ce qu'on est au courant que cette campagne existe et qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent aller dans cette direction ? On n'en entend pas du tout parler. Pourquoi on se dit, ouais, mais ok, ils veulent déposer le projet en 2027. Si ça se fait, ça va être en 2030. Justement, je ne sais pas dans quel état sera le monde en 2030. Peut-être qu'il y aura des ouvertures auxquelles on ne pense pas du tout aujourd'hui. Donc, essayons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une énergie sociale qui est complètement passé sous le coude, mis en sourdine, une énergie sociale qui croit au multilatéralisme. Et oui, il y a un acte de foi. C'est un acte de foi. FOI. Et c'est une question de regard. Il y a des femmes et des hommes qui consacrent leur effort à l'heure actuelle pour rénover les Nations Unies et qui, là, en l'occurrence, reconnaissent cette question du rapport à l'Anthropocène et mettent en relief la nécessité d'aller plus loin. Les léviathans climatiques qui disent « non, mais moi ça m'intéresse, mais en 2050, et puis de toute façon avec la Sibérie, je suis obligé d'exploiter justement et d'étendre mes capacités de production et d'extraction céréalière ». Bon, évidemment, tout ça, c'est considéré comme plutôt superfétatoire et extrêmement marginal et extrêmement secondaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une énergie sociale que l'on trouve aussi à l'égard du multilatéralisme et qui reconnaît cette question de l'Anthropocène. Deuxième aspect de ma réponse, est-ce que cela suffit ? Non, ça ne suffit pas que simplement des États s'emparent du problème. N'oublions pas aussi les sociétés et les individus ordinaires. Je sais que c'est compliqué dans la période actuelle de se dire que les sociétés ont un poids ou une existence ou une forme de reconnaissance. Mais quand même, s'il y a une différence entre, j'aime pas trop les analogies historiques, entre la période des années 20 et aujourd'hui, c'est que dans les années 20, les sociétés n'étaient pas dans l'état où elles sont aujourd'hui. Il y a un tissu, il y a une énergie qui existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun
dirigeant ou dirigeante politique aujourd'hui à l'heure actuelle ne peut faire fi à un moment donné des sociétés. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les grandes puissances sont extrêmement attentives aux réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement attentif à la manière de façonner les préférences des individus. Parce que nous avons un poids qu'on n'avait pas auparavant. Enfin, il me semble. Peut-être que je fais un peu du présentisme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se donne à voir. Autrement dit, nous, en tant qu'individus ordinaires, on peut se dire faire notre compost, ça n'a pas d'intérêt si les firmes multinationales qui ont une empreinte écologique maximale ne font pas d'efforts. Oui, mais ça n'empêche pas que moi, je peux le faire dans ma proximité. Moi, je peux le faire dans mon cercle restreint, je peux être bienveillant. Et je suis déjà dans une démarche qui consiste, dans l'espace mondial, à montrer qu'il n'y a pas que des États, il y a aussi nous. Donc oui, il peut y avoir une forme d'apathie ou de passivité en considérant je baisse les bras. Mais si on garde la foi et que dans la proximité déjà on travaille à faire que, oui, on applique une forme de bienveillance, je pense que énergétiquement, pour reprendre ton terme, même si là c'est difficile à objectiver, énergétiquement il y a quelque chose qui se passe. Alors qui n'a pas forcément ruisselé et allé jusqu'à le bureau ovale, si on a quelqu'un qui est rétif à reconnaître justement l'existence de l'Anthropocène parce qu'il y a, comme par hasard, une vague de froid énorme depuis des années qui traverse les États-Unis aujourd'hui. Mais je pense que cette place des sociétés doit aussi être prise en considération et que nous sommes des individus. Nous sommes 8 milliards d'individus, nous sommes des acteurs de l'espace mondial, si nous le voulons. Et nous le sommes déjà par les actions que nous prenons au quotidien, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de considérer. Et ça commence par cette chose que j'avoue, moi aussi, que j'ai ici, que mon empreinte écologique est là, que les fermes de données qui font qu'elles accueillent 7 fois l'émoticône que j'ai mis tout à l'heure sur WhatsApp parce que je suis content que dans ma famille, gna 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 gna, oui, ça a une empreinte écologique. Donc oui, ça commence par l'acceptation d'être plus sobre. Donc c'est un effort. Donc là, oui, la bienveillance, c'est aussi un effort, c'est pas forcément un réflexe. Je me permets juste de revenir aux États et de transposer un peu la question de Cécile. Est-ce qu'un État peut encore être bienveillant lorsque sa sécurité est en jeu ? Tu as commencé ton propos en évoquant les États neutres. On sait que deux États européens qui avaient une longue tradition de neutralité, notamment pour l'un d'entre eux, ont renoncé à cette tradition. Et que les États qui le demeurent font évoluer quand même cette tradition et s'interrogent sur l'opportunité de le rester encore dans le contexte notamment du retour de la guerre en Europe. Si on observe les politiques de sécurité des pays nordiques, qui étaient traditionnellement connus pour être pacifistes, particulièrement porteuses non pas seulement d'un discours de paix, mais vraiment actives dans la promotion de la paix, on observe aujourd'hui une forme, je dirais, de normalisation de leur politique de sécurité qui va plutôt dans le sens d'un repli, d'une remilitarisation, d'un retour, j'ai envie de dire, aux fondamentaux stratégiques. Or, il se trouve que ces États nordiques se sentent aux premières loges, en tout cas, pas aux premières loges, mais aux deuxième, disons, voilà, compte tenu de leur proximité avec la Baltique et donc avec la Russie, etc. Donc, y a-t-il de la bienveillance ? Peut-on être bienveillant lorsque sa sécurité et donc sa survie, en fait, est en jeu ? Ah oui, je comprends tout à fait le mécanisme que tu veux mettre en relief et ça pose en fait pour moi ça met l'accent sur deux choses. La première, sur la nécessité de bien mettre en relief aussi, de travailler, essayer d'identifier les conditions dans lesquelles la bienveillance peut se déployer. Il y a des conditions dans lesquelles ce n'est pas possible de déployer la bienveillance, ou il y a des conditions dans lesquelles on ne peut pas répondre avec bienveillance. À partir du moment où il y a la négation de l'autre, négation de l'altérité, au nom d'une certaine conception d'ailleurs parfois de l'identité, c'est ce qui s'est passé avec l'agression russe en 2022, mais qui s'inscrit dans un prolongement plus consistant depuis 2014, et je dirais d'une forme aussi de non-reconnaissance de la singularité d'un État souverain qui s'appelle l'Ukraine, qui
se distingue, y compris dans l'histoire de cet espace-là, de la Russie, telle qu'elle s'est déployée, telle qu'elle est apparue dans l'histoire. Oui, là, il y a des limites à la bienveillance. Il y a un acte malveillant et donc on ne peut pas forcer, comme je disais tout à l'heure, à être un héros moral et à attendre la deuxième joue. C'est tout le débat entre Zelensky et François avant de décéder. Que François insiste sur la nécessité de la paix, etc. Et voilà, coincé, non, là je ne peux pas aller dans cette direction. Je reconnais la valeur, en effet, du message chrétien de paix, mais je ne peux pas, en effet, endosser ce discours lorsque j'ai été agressé. Donc il y a des conditions qui font que, oui, la bienveillance est parfois plus facile à déployer que d'autres. Il y a ce qu'est l'acteur, son éducation. Je pense profondément, d'ailleurs, que quelqu'un qui n'a pas été bercé dans son enfance, ça me paraît compliqué d'être bienveillant dans la vie quotidienne après, et peut-être même que ça se traduise dans les relations interpersonnelles et dans les relations politiques par une forme de civilité. Vous voyez que voilà, ça mériterait d'être exploré. Et puis il y a des conditions dans lesquelles parfois la bienveillance n'est pas envisageable. Donc lorsque, en effet, l'acteur en face de soi ne nous reconnaît pas et utilise des moyens violents. Par contre, dans la réponse, là en l'occurrence, on parle d'États qui n'étaient pas membres de l'OTAN, qui ont rejoint l'OTAN, que tu connais parfaitement bien, que tu connais par cœur. Ça ne veut pas dire que on ne pourra pas appliquer dans sa politique étrangère une forme de retenue stratégique. Et dans cette perspective, pour moi, ça relève d'une intégration d'une culture bienveillante. Parce que la tempérance, je l'associe à la bienveillance. C'est une forme de bienveillance, la tempérance. Il y a cette disposition au calme, mais il y a aussi cette retenue stratégique qui est au cœur de ce qui se passe encore aujourd'hui entre Israël et le Hamas, et pour la question palestinienne, qui se pose en effet lorsque, dans la guerre, dans des actes guerriers, il y a une forme d'hubris. Donc, tu peux retrouver quand même dans le répertoire d'action d'un État une forme de tempérance et de retenue stratégique qui, pour moi, relève du registre de la bienveillance. Non, mais vous mettez l'accent, d'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y a une des traditions qui est très proche de la bienveillance, qui est le care, même si on peut avoir une conception extensive du care, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion pour savoir si uniquement les femmes peuvent justement faire l'objet de reconnaissance de l'attention aux vulnérables et le soin. Il y a toute une réflexion là-dessus. Mais vous mettez aussi l'accent sur quoi ? Sur des agents, c'est-à-dire des agents moraux, des individus qui ne en effet, là en l'occurrence, qui ne se satisfont pas de la condition dans lesquelles ils sont. Donc, lorsque je parlais de conditions, j'entends bien un certain contexte dans lequel vous n'avez plus d'acteurs qui considèrent que là, en l'occurrence les femmes, considèrent qu'il faut sortir de cette situation. Il y a des situations où vous ne pouvez pas être dans une perspective de bienveillance. Je pense à un autre exemple qui porte plutôt sur l'action d'un tiers pour pousser à finalement la réconciliation et donc pousser à une forme de bienveillance des communautés entre elles. Vous avez des expériences qui utilisent la musique dans les Balkans, notamment en Bosnie-Herzégovine, et un certain nombre de bailleurs de fonds qui financent des chorales, qui financent des ensembles de musique pour faire que les communautés se réconcilient les unes avec les autres. Et vous avez certaines personnes, et là on renvoie à une dimension genrée, là en l'occurrence c'était des femmes, certaines femmes qui refusaient de chanter, qui refusaient d'abord qu'on leur impose « tu dois te réconcilier, tu dois être joyeuse, tu dois être en effet dans une logique de réconciliation ou de posture de réconciliation », et qui étaient totalement fermées en disant « je ne peux pas chanter, je ne veux pas que mon corps vibre, soit ému, parce que le deuil ne passe pas ». Et donc là, vous voyez qu'il peut y avoir aussi des limites. Ce que vous mettez en relief, et merci de le mettre en relief, c'est
à un moment donné, oui, une forme de puissance de certains individus qui ne se satisfont pas du contexte dans lequel ils sont. Et là, oui, ils peuvent transformer la relation. Merci pour votre question. Vous mettez l'accent sur aussi la part du facteur personnel, voire psychologique, dans la compréhension de la bienveillance. C'est quelque chose qui est parfois délicat et difficile à objectiver, mais dans le cas du couple franco-allemand, on a des couples qui fonctionnent et on a des couples qui sont dysfonctionnels et qui sont liés à la personnalité des dirigeants et des dirigeantes. Ça amène quelque part à revenir à ce que nous disaient en son temps Freud et Einstein. Vous savez qu'il y a une correspondance entre Freud et Einstein sur pourquoi la guerre, et Freud insistant en particulier sur la dimension psychologique, les pulsions de vie qui s'opposent aux pulsions de mort, et sur la nécessité de cultiver une culture de paix. Quelque part, ce que le couple franco-allemand incarne, c'est une culture de paix. Malgré les difficultés, et il faut savoir aussi que la position domestique, c'est-à-dire la position interne de chacun des dirigeants, pèse aussi sur leur manière de se conduire. On sait que la fin de Olaf Scholz a été très compliquée pour trouver des points de convergence dans sa coalition, ce qui a impacté dans la relation franco-allemande. Les Français disaient, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à Berlin, on ne connaît pas leur position, ils sont... Voilà, donc il y avait une forme d'incertitude. Donc à l'échelle interétatique, il y a à la fois la psychologie des dirigeants, il y a aussi le contexte dans lequel ils évoluent et la stabilité de chacun des gouvernements à pouvoir, je dirais, mener des actions et adopter des mesures qui soient consistantes par la suite. Mais dans le cas franco-allemand, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a quand même une forme, malgré en effet la situation économique qui s'est dégradée en Allemagne, et aussi une forme on se recroqueville sur soi avec un certain nombre de réflexes nationalistes dans les deux sociétés d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, le mouvement de la PD en Allemagne ne se situe pas simplement en Europe de l'Est. Il y a aussi, enfin, de l'ex-Europe de l'Est, qui est considérée comme une forme de matrice justement des mouvements qui sont extrémistes de droite. Mais je dirais qu'au-delà de tout cela, ça paraît complètement, et je pense que ça l'est encore, complètement impossible d'envisager une résolution de contention entre la France et l'Allemagne par la voie des armes. Donc il y a ici une forme de non-retour, quelque chose d'irréversible. L'Allemagne, qui d'ailleurs, c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer en Allemagne depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, où on entend dans le discours en Allemagne se préparer à la guerre. C'est à la fois la nouvelle époque, le changement d'époque, c'est le terme qui est employé par Olaf Scholz, et puis l'expression en allemand, se préparer à la guerre. C'est quand même assez dingue de l'Allemagne, qui est une culture stratégique particulière et qui voit d'ailleurs à un moment donné, au sein même du Bundestag, accepter que le pacte de stabilité soit sacrifié au profit du pacte de sécurité. C'est complètement nouveau pour les Allemands. Mais le fait que l'Allemagne puisse envisager, alors c'était déjà le cas avec Scholz, avec ces fameux 100 milliards pour renforcer les capacités de la Bundeswehr, et cette dynamique-là, elle n'inquiète pas forcément en France. Ça pourrait se dire, le dilemme de sécurité entre la France et l'Allemagne revient. Là, ce n'est pas parce que l'Allemagne se réarme que ça crée de l'incertitude. Je parle des Français. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose ici dans le couple franco-allemand qui est, quelque part, il me semble irréversible. Qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Du moins, il me semble. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet acabit-là. Et donc, comment contribuer à amplifier le mouvement de rapprochement ? Là, vous savez qu'il y a ces fameux jumelages. Est-ce qu'ils sont plus actifs aujourd'hui ? J'ai quelque part plutôt des incertitudes, mais
je pense qu'à partir de cette dynamique de considérer qu'il faut raisonner en termes européens et pas simplement en termes nationaux, c'est une forme aussi de rapprochement. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ça soit évident dans le contexte actuel, où vous savez que les clivages internes dans chacune des deux sociétés, en l'occurrence France et Allemagne, sont travaillés par l'idéologie néopopuliste et qui se traduit en politique étrangère par des mesures qui vont être néo-souverainistes. Même si quand on regarde le cas de Mélanie, c'est assez intéressant. Voilà, elle n'est pas complètement anti-européenne. Elle joue sa propre carte. Elle est beaucoup plus... je ne dis pas que son programme n'est pas à l'ordre du jeu, hein, mais en tout cas, elle n'a pas joué la carte d'un Brexit, par exemple. Elle n'a pas tourné le dos à l'Union européenne. Je me prépare. Allez-y. Il faut revenir sur la notion d'intérêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que la bienveillance cherchait à articuler intérêt et sympathie. Dans la bienveillance, il y a aussi de l'intérêt. J'ai parfois intérêt à être bienveillant. Et je suis bienveillant dans mon propre intérêt. Parce que je sais, par exemple, que lutter contre le changement climatique, si je le fais seul, ça ne sert à rien. Donc il faut que je convainque aussi mon voisin de le faire. Sinon, je vais exposer à ces externalités négatives. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer intérêt et bienveillance. La bienveillance, c'est un intérêt bien compris de l'égoïsme. Mais un égoïsme qui considère que... à un moment donné, oui, alors je vais prendre une métaphore un peu individuelle. À un moment donné, pendant le week-end, je vais me couper parce que j'en peux plus, mes enfants m'énervent, etc. Donc voilà, je m'isole. Mais parce que, d'abord, je me protège moi pour pouvoir ensuite être mieux en relation avec l'autre. Je pense que dans la bienveillance aussi en politique, ou du moins sa traduction politique, ce n'est pas une opposition aux intérêts bien compris. Mais l'idée que les intérêts aujourd'hui, ils sont entremêlés. Alors c'est flagrant dans le Groenland, c'est flagrant. Là, au bout d'un moment, on se dit, non, stop, là, ok, on a un Gulliver délié, qui ne se sent plus lié par l'alliance avec les Européens. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'intérêt bien compris des Européens, c'est de considérer que pas l'intérêt national pris isolément, mais un intérêt européen, c'est oui, peut-être, en effet, d'utiliser un certain nombre d'instruments existants pour pouvoir empêcher et d'être ferme, de se faire respecter. Je pense que à partir du moment où vous n'opposez pas de façon radicale intérêt national et bienveillance, là, il y a un chemin qui s'ouvre. Parce que l'intérêt n'est pas forcément défini en termes purement, je dirais, self-help. C'est-à-dire que, alors c'est évidemment plus flagrant lorsqu'on explore des problèmes sans passeport, c'est-à-dire des problèmes transnationaux, l'environnement, ou même, par exemple, à l'échelle du planétaire, l'ensemble des dispositifs multilatéraux qui existent encore à l'heure actuelle pour empêcher qu'une météorite détruise notre astre cosmique. Il y a une collaboration, c'est dans l'intérêt des États d'éviter qu'il y ait un astre cosmique qui vient se perforer sur nous, enfin qui vient pulvériser notre propre astre cosmique. Donc, vous voyez ici que l'intérêt de l'État pris isolément n'est pas pensable sans l'intérêt de l'autre. C'est une autre. Dans la bienveillance, l'intérêt ne disparaît pas, mais ce n'est pas l'intérêt national dont nous parlent les réalistes. C'est ça que ça veut dire. Ou même des libéraux. Parce que cet intérêt-là, il est purement lié à la rationalité. Il y a quelque chose qui relève de la volonté, mais aussi d'une pulpe affective, de reconnaître qu'à un moment donné, oui, on est tous potentiellement vulnérables. Je ne dis pas forcément que tous les États vont souscrire à ce que je vous dis à l'instant, que tous les dirigeants et toutes les dirigeantes se réclament de cela. Mais je pense qu'à partir du moment où vous étendez votre compréhension de l'intérêt, que l'intérêt n'est pas exclusivement relié à un calcul coût-avantage en termes purement personnels, il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Alors, je ne vais même pas jusqu'à dire comme la présidente islandaise, il y a un an, lorsqu'elle est venue faire un séjour au Danemark, elle parlait carrément d'amour.
Bon, ça peut être un peu surprenant. Bon, c'est la présidente islandaise, elle a une fonction plutôt honorifique, et dans un voyage officiel, elle parle d'amour. Mais quelque part, elle est complètement sur le registre de la bienveillance, mais elle va même au-delà de la bienveillance. Mais dans la bouche d'une dirigeante politique, vous avez la convocation de ce concept d'amour. C'est cocasse. Ça peut paraître cocasse, mais ça fait sens pour elle. Mais dans l'idée, en effet, qu'on a des intérêts partagés quelque part. Donc, en passant par la case de l'intérêt pensé autrement, il y a d'autres choses qui peuvent éventuellement se manifester. Et je dirais que tout l'esprit du multilatéralisme, le multilateral way of life, il repose sur cette idée que les intérêts, à un moment donné, si vous voulez vous préserver en tant qu'État souverain, vous êtes obligé de prendre en considération ce qui se passe à côté et peut-être de faire converger un certain nombre de choses. C'est un peu ça, ce qui se loge derrière cette conception de la bienveillance. Je n'étais pas forcément convaincu, mais en tout cas, vous avez le droit d'être réaliste, vous avez le droit complètement. Alors, allez-y. Alors, j'entends deux choses dans votre question. La première, dans l'expérience européenne, il me semble qu'il y a, dans la réponse, en tout cas, qui a mis du temps, mais en tout cas, c'est une réponse collective intéressante autour du Groenland, il y a quelque chose qui relève de la bienveillance ou du registre de la bienveillance, c'est-à-dire attention au sort de l'autre et éviter que l'autre soit la victime de la démesure de la superpuissance. Qui constitue quelque chose qui est antithétique à la bienveillance, là pour le coup. Les États-Unis deviennent, en tout cas, les États-Unis de Donald Trump, à partir de la stratégie de sécurité nationale publiée en décembre dernier, avec cette idée que l'hémisphère occidental, ils sont maîtres à bord, et ils font ce qu'ils veulent, et ils peuvent annexer, etc., c'est une forme de démesure par rapport au contexte actuel. Et là, oui, le bienveillant ou la bienveillante, elle peut avoir pour fonction d'empêcher cette forme de démesure, en tout cas de ne pas être exposé à cette forme de démesure. Donc là, oui, il y a quelque chose qui relève de la bienveillance. Par contre, il y a une deuxième chose, alors, que j'entends peut-être derrière votre remarque, mais peut-être aussi auprès de votre camarade. Je n'entends pas, à partir de cette exploration de la bienveillance, me transformer en nouveau tyran de la bienveillance. Parce que ça pourrait être aussi une option. C'est-à-dire imposer tout le temps à tous les États, à tous les acteurs de l'espace mondial, une bienveillance. J'essaye d'amplifier le phénomène, mais basculer dans la tyrannie de la bienveillance, je pense en particulier à des fictions comme Le Congrès, par exemple, c'est un ouvrage dystopique qui a ensuite fait l'objet d'une représentation cinématographique à partir d'un dessin animé, etc. On bascule dans autre chose, dans une forme de paternalisme inversé, c'est-à-dire que vous allez imposer à l'autre de la bienveillance tout le temps. Je veux juste dire que cette forme d'action est présente, qu'elle est utile et qu'elle imprime, d'une certaine façon, certaines politiques étrangères et qu'elle constitue une valeur ajoutée. Et là, en l'occurrence, oui, il me semble qu'il y a une... on pourrait dire, c'est peut-être un peu extensif de dire que la conduite des Européens est une conduite bienveillante dans le cas du Groenland, mais si vous vous placez du point de vue, là, à nouveau, de ce qui n'est pas le piège de Thucydide, mais ce qu'on peut appeler l'autre piège de Thucydide, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps par rapport justement au Groenland. Bon, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est la nouvelle guerre entre la Chine et les États-Unis. Voilà, le piège de Thucydide, Allison qui dit attention, rivalité de puissance, la nouvelle guerre qui est en train de se préparer, c'est la guerre pour la domination du monde. Donc, relation entre Sparte et Athènes, impérialisme de l'un va s'opposer à l'impérialisme de l'autre. Ça, c'est le piège de Thucydide tel qu'on l'entend. Mais il y a peut-être un autre piège de Thucydide, qui est le discours des Méliens.
à l'égard à nouveau d'Athènes. Méliens, qui sont neutres d'ailleurs, faire une cité neutre qui dit « Non, moi je ne prends pas parti entre Sparte et Athènes. » Ah oui, vous ne prenez pas parti? Ok, on vous écrase. On vous écrase. On ne va pas respecter votre neutralité. Et pourquoi on vous écrase? Parce que c'est le message et le discours des Athéniens, retranscrit par Thucydide. Bien, les forts font ce qu'ils veulent, les faibles font ce qu'ils doivent, c'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre. Et les Méliens sont complètement écrasés. Donc le message aussi implicite dans Thucydide, c'est pas justement ce que pourrait Stephen Miller, par exemple, vous savez, ce directeur adjoint du cabinet de Donald Trump, qui, au moment de l'enlèvement de Maduro et de l'épisode vénézuélien, dit ah ben oui, mais à Fox News, mais oui, monsieur le journaliste, vous n'avez pas encore compris que les relations internationales, c'est le monde de la force, c'est le monde des dominants, vous n'avez pas encore compris, c'est ça. Oui, sauf que le message de Thucydide autour du discours des Méliens, c'est aussi qu'il y a un deuxième message, un deuxième signe, deuxième alerte. C'est qu'en écrasant et en étant dans la démesure, ça va se retourner à un moment donné contre Athènes, contre l'impérialisme. Voilà, c'est ce que expose avec beaucoup d'ailleurs de finesse la grande helléniste Jacqueline de Romilly dans son impérialisme, son ouvrage sur l'impérialisme d'Athènes. Et surtout d'ailleurs, c'est là, en travaillant sur cet ouvrage sur la bienveillance, j'ai trouvé un ouvrage absolument extraordinaire dont j'ai eu la chance de lire pendant le confinement, un ouvrage de Jacqueline de Romilly sur la douceur dans la pensée grecque. Et là, je suis tombé des nues. Il y a les cités grecques, mais c'est hyper violent, il y a un impérialisme, c'est la guerre des hoplites, voilà, la douceur dans la pensée grecque. La douceur, en effet, c'est un des horizons, mais aussi une des vertus qui est considérée comme fondamentale, parce que la démesure de la grande puissance, la démesure du puissance, se retourne à un moment donné contre elle. Et donc, pour revenir à mon cas groenlandais, oui, il y a quelque chose de cet acabit, de prendre conscience que si on s'écrase, à un moment donné, non, soyons pas comme les Méliens, prenons en considération tout de suite que c'est dans mon plein droit d'éviter ce qui va se passer. C'est dans le discours des Méliens, c'est de dire j'ai le droit de mon côté. Là, on dit on a le droit de notre côté, et d'ailleurs, on le prouve, la mobilisation du droit va dissuader. Ça a plutôt assez bien fonctionné. Enfin, dans ce cas-là précis. Je ne veux pas l'étendre à d'autres cas. Oui, mais si je vais dans le sens de mes étudiants, ouais. J'essaie d'aller dans le sens de mes étudiants. Est-ce que là, on a l'exemple effectivement d'une solidarité et d'une forme de bienveillance des Européens vis-à-vis du Groenland. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette bienveillance, elle est peut-être aussi à géométrie variable? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces États européens sont effectivement particulièrement bienveillants vis-à-vis du Groenland, parce que le Groenland, marque, etc. Est-ce qu'ils seraient bienveillants de la même manière, avec la même intensité? Tu as évoqué l'idée qu'il y avait des différents degrés de bienveillance. Si la situation, voilà, si on était dans une autre partie du globe. Alors, la réponse est évidemment oui, et la question vénézuélienne l'illustre parfaitement. C'est-à-dire que à quelques semaines près, on a deux cas illustratifs de l'application de la stratégie de sécurité nationale. C'est la doctrine Monroe avec le fameux corollaire Trump. Vous avez le corollaire Trump qui consiste en fait plutôt à un corollaire Roosevelt, c'est-à-dire que dans cet hémisphère occidental, à l'époque de Monroe, il ne pouvait pas faire grand-chose. Avec Roosevelt, il commençait à y aller, être plutôt dans une perspective d'annexion territoriale. Et là, avec Trump, on y va. C'est le corollaire Roosevelt derrière le corollaire Trump. On a deux cas assez symptomatiques où, à partir du cas vénézuélien, on a un spectre de réponse des Européens qui est très large. Parce que ça va du Slovaque, de la Slovaquie et de l'Espagne, pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'on c'est pas la même orientation idéologique, mais qui condamne à la fois et Maduro, considérant que le gouvernement était légitime, mais aussi la manière, c'est-à-dire que Trump, là, ne répond pas au droit international, donc il y a une cohérence parfaite.
à du bout des doigts, on ne dit pas, on ne qualifie pas, on n'évalue pas l'action entreprise par Trump. C'est le cas d'Ursula von der Leyen, c'est le cas aussi de sa haute représentante Kaja Kallas. Même Donald Tusk, polonais, qui dit ah ben ouais, vous avez vu la remarque de Poutine. Donc en fait, il détourne le regard. Regardez ce que dit Poutine et regardez pas ce qui se passe chez Donald. Et au bout du spectre, on a un cas français assez intéressant. On a un président qui semble légitimer le mode opératoire, qui d'ailleurs est bien perçu par Donald Trump puisqu'il relaie le fameux sur les réseaux sociaux X qui relaie la remarque de Macron, et un ministre des Affaires étrangères beaucoup plus policé, beaucoup plus enclin à respecter le droit en associant finalement, ne désignant pas Trump, mais en parlant de ses membres permanents qui n'appliquent pas le droit international et la charte. Et puis on a une Giorgia Meloni qui, elle, invente une nouvelle catégorie juridique, c'est-à-dire une forme de légitime défense face à une attaque hybride, c'est-à-dire le narcotrafic, ne prenant pas conscience de l'imbroglio juridique dans lequel elle pourrait nous mettre, parce que voilà. Donc, une hétérogénéité de positions, et qui prouve quoi? Qui prouve qu'à de très peu exceptions près, enfin à deux exceptions, on a des États qui semblent oublier l'existence du droit international. Donc là, ça vient complètement, en effet, rentrer en tension avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'esprit du multilatéralisme, qui n'y est pas du tout. Un principe fondé sur des règles, enfin un principe de relation internationale fondé sur des règles. Donc là, il y a une tension majeure. Donc oui, il y a des différences, comme je disais tout à l'heure, dans la crise des migrants. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas la même chose qui se passe en 2015. Donc il y a des orientations différentes, ce qui renvoie à ma troisième partie, comment faire pour pousser à ce qu'il y ait le plus de bienveillance, et non pas de l'imposer, mais d'essayer de contribuer à. Parce que oui, il y a des différentiels, on ne va pas agir de la même façon en fonction de la crise qui nous expose. Ouais. Ça interroge la portée de la bienveillance. Merci beaucoup. Alors oui, la psychologie, je pense qu'elle peut aider déjà à essayer de décoder les tempéraments et les conduites pour essayer, en effet, c'est tout un travail qui est difficile à objectiver. On a un certain nombre de travaux qui, quand même, essayent de le faire à partir de la trace je me tourne vers un certain nombre de spécialistes du sujet, à partir de différents matériaux linguistiques, à partir des discours produits, on peut essayer de déceler des modes de pensée, des modes cognitifs et des profils psychologiques. C'est difficile de faire un travail comme a fait Freud lui-même, qui n'a pas fait allonger le président Wilson, mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous savez, mais Freud a écrit un portrait psychologique du président Wilson, qu'il a élaboré non pas parce que Wilson s'est allongé sur le divan et que Sigmund s'en est occupé, mais parce qu'il s'est appuyé sur des archives. Il a rencontré aussi un diplomate, il a d'ailleurs coécrit son portrait psychologique avec Bullitt, qui était un diplomate américain, et donc il a pu essayer de mieux saisir, alors on est dans du freudisme, c'est-à-dire la relation au père. Le père de Wilson est lui-même un pasteur, et évidemment, dans le protestantisme, la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, eh bien oui, Wilson prêche la bonne nouvelle à l'échelle du monde entier. La bonne nouvelle, c'est qu'il détient la clé pour instaurer la paix sur le globe, et c'est une paix par le droit. Donc vous avez des travaux de ce type qui vont même très loin dans essayer d'expliciter le portrait psychologique. Je pense que oui, la psychologie peut nous aider. Après, la psychologie, là, par rapport à notre situation, elle permet de décoder un petit peu ce qui se passe. Un autre aspect de la psychologie, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, est-ce que si on a été bercé dans son enfance, ou est-ce qu'on n'a pas été bercé dans son enfance, alors on a peut-être moins de chances d'être bienveillant. Je pense que la psychologie doit nous aider aussi dans les sociétés à fabriquer des personnes qui soient les plus bienveillantes possibles. Pas l'idéal de bienveillance, mais
un optimum de bienveillance, dans une certaine mesure. Et donc là, oui, c'est important. J'aurais une dernière question, sauf si... finalement, la bienveillance, c'est l'attention à l'autre, c'est venir au secours de personnes vulnérables ou porter secours dans des situations de fragilité, etc. Est-ce que la bienveillance est toujours efficace ? Je m'interroge parce que je pense notamment alors, à des organisations multilatérales qui ont été créées notamment à la fin de la guerre froide et qui ont cherché à... alors je ne sais pas, peut-être que tu ne les qualifierais pas de bienveillantes, mais en tout cas, qu'on cherchait à établir une forme de solidarité. C'était une main tendue vers la Russie. Je pense à des organisations régionales, notamment en Europe du Nord, pour précisément créer des ponts entre les jeunes des différents pays impliqués dans ces organisations régionales, favoriser donc des échanges culturels, travailler à développer des transports transfrontaliers pour permettre aux gens de se rencontrer, ou encore mener ensemble des programmes de protection de l'environnement. Que s'est-il passé depuis 2022 ? Ces organisations ont pris la décision, hormis une, d'exclure ou de suspendre plutôt la participation de la Russie. Et constatant que finalement cette inclusion de la Russie, et qui était une forme aussi de main tendue dans un contexte de reconstruction de l'ordre européen, on va dire post-guerre froide, finalement n'avait pas porté ses fruits. Voilà, donc est-ce que alors une fois de plus, je ne sais pas si c'est forcément une démarche bienveillante qu'il y avait derrière ces organisations, mais il y avait en tout cas l'idée de construire des ponts. En tout cas, le fait est que ça n'est pas avéré très efficace, a priori. Alors, je prendrais deux aspects. Non, ce n'est pas toujours efficace, notamment, et là je me place par exemple, là tu parles aussi d'organisations qui relèvent de la société et donc qui se logent à une échelle transnationale et pas simplement interétatique. À partir du moment, ce n'est pas efficace à partir du moment d'abord où on est paternaliste. C'est-à-dire qu'on va imposer ses vues à l'autre. C'est la raison pour laquelle je pense que ce qui s'est passé à Haïti pendant des décennies, c'est l'illustration parfaite. On n'a pas d'ailleurs parlé de République des ONG en Haïti, où des actions qui se réclament de la bienveillance ne sont pas efficaces, elles ne sont pas bienveillantes, parce qu'elles ne contribuent pas à mettre en valeur l'agentivité des populations locales. Ça va jusqu'à, par exemple, faire venir des bonbonnes d'eau de l'extérieur au détriment des expertises, des expertises et des savoirs locaux qui sont produits par les populations locales. Donc quand on bascule dans le paternalisme, des actions qui se réclament de la bienveillance ne sont pas des actions bienveillantes, ça c'est sûr. Dans le cas que tu évoques, la question que je me pose, c'est est-ce que des actions bienveillantes de ce type peuvent encore l'être à partir du moment où on voit un décalage entre l'échelle interétatique et l'échelle transnationale. À un moment donné, les deux se télescopent. Dans le cas que tu évoques, il y a aussi toute une... Je ne veux pas faire mon Mearsheimer, si vous voyez ce que je veux dire pour les étudiantes et les étudiants. Je ne vais pas faire mon Mearsheimer, mais quand même, il y a des décisions qui ont été prises par... pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mearsheimer, c'est un grand réaliste contemporain qui interprète la guerre en Ukraine, l'agression russe, comme le produit des décisions américaines essentiellement et occidentales qui méprisent la Russie et qui ne reconnaissent pas son statut de grande puissance. Donc, je répète, je ne veux pas faire mon Mearsheimer, mais il y a quand même des décisions qui ont été prises, et d'ailleurs très tôt, après le mémorandum de Budapest, donc quelques années après, sous Clinton, déjà on voyait poindre une forme de non-application du mémorandum, ou en tout cas une forme de résistance à considérer que l'OTAN n'allait pas s'étendre.
donc, on crée quoi? On crée des ingrédients de non-reconnaissance. Donc, ça m'amène à nouveau la question de l'efficacité de la bienveillance. Ça ne peut fonctionner que si je reconnais l'autre. Si je n'ai pas de reconnaissance, ça va être très compliqué d'envisager une transformation de ma relation à l'autre. Cette question de la reconnaissance, qui est il y a toute une littérature très développée, là encore, bon. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui contribuent à cette littérature, mais on ne peut pas dissocier la bienveillance de la problématique de la reconnaissance parce que le rapport à l'altérité est central. On parlait de l'intérêt bien compris de moi par rapport à l'autre. Il y a un processus de reconnaissance. Donc, oui, ce n'est pas toujours efficace. Ce n'est pas toujours efficace à partir du moment où on bascule dans le paternalisme et on ne reconnaît pas l'autre comme un partenaire avec lequel je peux envisager un ajustement, voire même plus qu'un ajustement des intérêts, la définition d'un intérêt commun. Je pense qu'en l'occurrence, il n'y avait pas forcément de démarche paternaliste ni de non-reconnaissance. Je pense qu'au contraire, il y avait une reconnaissance de l'autre, mais... Coincé parce que de l'autre côté, tu as une peut-être que dans c'est-à-dire que la décision qui est prise d'annuler, enfin de dissoudre l'organisation, elle est liée à l'agression. De suspendre la participation de la Russie. Oui, c'est ça. C'est lié au comportement d'un des acteurs que on n'accepte pas. En effet, oui, cette conduite-là est une conduite est une conduite qui d'ailleurs est un prétexte. La justification de l'article 51 de la charte par Poutine est un vrai prétexte, puisque, comme vous le savez, les provinces de l'Est de l'Ukraine ne sont pas membres des Nations Unies, ce ne sont pas des États, donc on ne peut pas appliquer le principe de légitime défense. Mais derrière, tu poses aussi la question, alors on sort un peu de la bienveillance, mais dans une lecture sensible des relations internationales, à toute la pratique de boycott de certains concerts de musiciens et de programmes russes, de répertoires russes, suite à 2022. Autant ça peut être tout à fait compréhensible d'annuler des concerts, donc là il n'y a plus de reconnaissance possible, c'est-à-dire que certaines œuvres de Tchaïkovski qui sont explicitement des œuvres critiques à l'égard de l'Ukraine, oui, on peut comprendre qu'on les annule. Par contre, d'annuler Pulcinella de Igor Stravinsky parce qu'on considère que c'est un auteur russe alors que cette œuvre-là est une œuvre inspirée du baroque italien et qu'on annule cette prestation, là, il y a un problème de non-reconnaissance. Quelque part, il y a un trop. Il y a un trop qui renvoie à ce que tu disais. Là aussi, il y a peut-être un trop. S'il n'y a plus de questions, compte tenu de l'heure avancée, je propose qu'on te remercie tout simplement et qu'on t'applaudisse. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et votre attention. Merci à vous. Un grand merci, Frédéric.